Tout un jeu d'opposition, recoupant le champ social et politique, structure ainsi le champ esthétique. La fortune des Rougon, qui raconte l'insurrection du Var contre le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, raconte aussi, en filigrane, l'insurrection de la couleur contre le dessin, du mouvement contre l'immobilité, des sujets modernes contre les modèles antiques. C'est ce que nous allons voir maintenant. Mais rappelons d'abord l'intrigue. On est à Plassans, une petite ville de Provence, au lendemain du coup d'État. Silver, fils d'Ursule Macquart, et son amie Miette rejoignent les insurgés, et la jeune fille devient le porte-drapeau de la bande, l'incarnation vivante de la République. Lorsque les insurgés arrivent à Plassans, Pierre Rougon attend son heure. Simple marchand d'huile, il a été jeté dans la politique par son épouse, l'ambitieuse Félicité, qui a transformé son minable salon jaune en salon légitimiste après la Révolution de 1848. Mais les Rougon ont vite compris que ce n'était pas de ce côté-là qu'il fallait chercher fortune. Sur les conseils de leur fils Eugène, agent secret bonapartiste, ils se sont ralliés à Badinguet. En arrêtant les autorités municipales, les républicains font le jeu de Pierre Rougon. Mal commandés, ils ne laissent qu'une poignée d'hommes sur place et continuent leur chemin, croyant soulever toute la population contre le dictateur. Tandis que Miette tombe sous les balles, Rougon s'empare de la mairie avec 40 comparses, autant dire avec 40 voleurs. Sans coup férir, les bonapartistes maîtrisent quelques insurgés endormis, et Pierre arrête son demi-frère, Antoine Macquart, un ivrogne grotesque et fainéant qui prétend représenter la République. Accueilli triomphalement par le Salon jaune, Pierre est appelé à la tête d'une commission municipale. Pourtant, son héroïsme est contesté. Les esprits forts doutent de cette mascarade qui n'a fait d'autres victimes qu'un miroir. Félicité se révèle alors une excellente tacticienne. On bloquera la distribution de la presse et du courrier, on colportera la rumeur de l'échec du coup d'État parisien, on fera croire au retour des insurgés. Et quand la panique sera à son comble, Macquart, acheté pour 800 francs, entrera en scène. Il s'évadera pour entraîner les rouges dans un piège. Quand ils viendront reprendre la mairie laissée apparemment sans surveillance, ils seront accueillis à coups de fusil. Cette fois, plus personne ne doute. Pierre est l'homme providentiel de Plassans, comme Badinguet, celui de la France. Pour les Rougon, c'est la fortune. Pierre reçoit la Légion d'honneur, Félicité entre dans ses Tuileries, tandis que Silver est fusillé sur l'aire Saint-Mitre. Pour peindre le conflit des bonapartistes et des républicains, Zola choisit d'emblée leur écran respectif. Les premiers ne jurent que par les néoclassiques. Les seconds sont résolument romantiques. David est le peintre des uns, Delacroix celui des autres. C'est pourquoi Zola convoque le peintre officiel du Premier Empire pour brocarder le second. Aristide Rougon, hésitant encore sur le meilleur parti à prendre, est venu consulter sa mère après le coup d'éclat de son père à la mairie. « Ton père a bien du courage, lui dit celle-ci. »« Oui, je l'ai vu, répondit-il en ricanant. Il a une bonne tête. Il m'a rappelé Léonidas au Thermopyle. Est-ce que c'est toi, mère, qui lui a fait cette figure-là » Zola cite ici une toile de 1814. Le sujet, grandiose, évoque le sacrifice héroïque des 300 Spartiates menés par Léonidas, qui ont combattu jusqu'à la mort pour défendre la patrie contre l'invasion perse. Le choix de la toile est évidemment plein d'ironie. Zola joue du contraste entre le sujet de David et la bataille dérisoire que vient de mener Rougon. Voici le récit grotesque qu'il en fait lui-même aux habitués du Salon jaune. Rougon arriva enfin à l'épisode qu'il préparait depuis le commencement et qui devait décidément le poser en héros. Alors, dit-il, un insurgé se précipite sur moi. J'écarte le fauteuil de monsieur le maire, je prends mon homme à la gorge. Mais mon fusil me gênait. Brusquement, le coup part. J'entends siffler la balle à mon oreille, et paf, la balle va casser la glace de monsieur le maire. Ce fut une consternation. Une si belle glace. C'était le bouquet, tel que Pierre l'avait ménagé, le dénouement de cette odyssée prodigieuse. À travers cette caricature,
C'est l'essence même du régime de Louis-Napoléon Bonaparte que dévoile Zola. Le titre qu'il avait donné au dossier secret du coup d'État, Rubicon, s'inscrit de manière explicite dans la tradition césariste. Il évoque César franchissant le fleuve qui séparait la Gaule de l'Italie pour marcher sur Rome et renverser la République. Une autre toile de David sert de modèle grandiloquent au triumvirat que Rougon forme avec 2 comparses. Voici comment Granoux, incarnation blême de Napoléon Ier intronisant son neveu, installe Rougon à la tête de Plassans. Enfin Granoux parut. Il s'arrêta un instant sur le seuil, la main droite dans sa redingote boutonnée. À son apparition, il se fit un silence. Ce fut au milieu d'une haie que Granoux marcha droit vers Rougon. « Mon ami, lui dit-il, je vous apporte l'hommage du conseil municipal. Il vous appelle à sa tête en attendant que notre maire nous soit rendu. » Alors il y eut une explosion de voix assourdissantes. Chacun se précipita, lui tendit la main, le couvrit d'éloges et de compliments. Mais lui, digne déjà comme un magistrat, demanda quelques minutes pour conférer avec messieurs Granoux et Roudier. Ils se retirèrent tous 3 dans un coin du salon, et là, à voix basse, ils se partagèrent le pouvoir, tandis que les habitués, éloignés de quelques pas, et jouant la discrétion, leur jetaient à la dérobée des coups d'œil où l'admiration se mêlait à la curiosité. Ces messieurs se jurèrent un appui mutuel, d'une solidité à toute épreuve. L'étoile de David était un réservoir inépuisable de motifs pour les caricaturistes républicains. Daumier avait déjà donné une version parodique du serment des Horaces dans le Charivari, mais il avait isolé le trio viril et négligé le groupe des femmes éplorées. Zola reprend au contraire la mise en page de David, qui oppose ligne énergique et courbe alanguie pour représenter le conflit du devoir et des sentiments. Il va sans dire que les 3 héros de Plassans ne sont pas moins poltrons que les grotesques du Salon jaune. Enfin, quand Rougon arrête son coquin de frère, le républicain Macquart, il devient ce vieux Romain sacrifiant sa famille sur l'autel de la patrie célébré par David. Quand on sut que Rougon avait arrêté son propre frère, l'admiration ne connut plus de bornes. On parla de Brutus. Brutus, consul de Rome, avait condamné son fils à la peine capitale pour complot monarchiste. Il incarnait pour David le sacrifice suprême d'un père pour la République. Le badinguet de Plassans, au contraire, rêve depuis toujours non seulement d'assassiner la République, mais encore de se débarrasser d'Antoine